Salut, je m'appelle Martine Lézin, je suis professeure à HEC Montréal et responsable de l'axe organisation sociale et collective aux crises. Alors, bienvenue à ce webinaire qui, comme on le sait, s'intitule «L'approche méso de l'économie sociale et solidaire vers un nouveau paradigme». Donc, ce webinaire va être consacré à la présentation du numéro thématique paru dans la revue Intervention économique en février 2026 et qui porte sur différents secteurs, le réemploi, l'alimentation, etc., et différents types d'organisations mutuelles, coopératives, etc., de l'économie sociale et solidaire, qui sont étudiées avec les lunettes de l'approche méso. Donc, ce webinaire-là va vous permettre de découvrir cette approche théorique de l'économie sociale et solidaire qui est inspirée de la théorie de la régulation. Il va s'ouvrir avec une présentation générale du numéro par Justine Ballon et Sylvain Sel et Benoît Lévesque, qui ont d'ailleurs coordonné ce numéro. Et cela va être suivi de la présentation croisée de deux articles qui analysent dans quelle mesure les coopératives multisociétaires au Québec et en France façonnent un espace mésocritique. Et donc, cette partie va être présentée par Nathalie Magne, Delphine Valade et Myriam Michaud. Et le tout sera par la suite discuté par Sonia Tello-Rosa. Et donc, cette conférence, pour rappel, est organisée conjointement par le CRIS et le réseau de recherche en économie sociale et solidaire du Québec. Alors, aussi pour rappel, le Centre de recherche sur les innovations sociales, c'est un centre de recherche interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe près d'une cinquantaine de chercheurs et chercheuses qui étudient et analysent principalement les innovations et les transformations sociales. De son côté, le réseau de recherche en économie sociale et solidaire, le RES, étudie les enjeux associés à la reconnaissance, au développement et à l'essor de l'économie sociale et solidaire, donc économie sociale et à la fois action communautaire, comme on le dit au Québec. Alors, je vous rappelle le déroulement, ou je vous indique le déroulement plutôt. Ce séminaire est d'une durée d'1h15 et sera suivi d'une période d'échange d'une bonne quarantaine de minutes avec le public. Et donc, notez aussi que l'événement est enregistré et qu'on vous invite à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Et donc, si vous ne souhaitez pas, lors de la période de questions-échanges, apparaître à l'écran ou dès maintenant, alors vous pouvez fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement va être diffusé sur le site Internet du CRIS prochainement. Alors, pour lancer le webinaire, Justine Ballon et Sylvain Sel vont nous présenter l'approche méso. Alors, Justine Ballon, elle est professeure à HEC Montréal, économiste et chercheuse praticienne en économie sociale. Elle s'intéresse aux chemins et aux pratiques de transformation sociale sur des différents plans, donc à travers différents angles, des outils de gestion, des modèles socio-économiques, du gouvernement démocratique et des dynamiques méso de transformation sociale portées par des organisations d'économie sociale militantes. Sylvain Sel, de son côté, bonjour Sylvain, est maître de conférences en sciences économiques à l'Université Lyon 2. Ses recherches portent principalement sur l'histoire du mouvement coopératif et de l'économie sociale et solidaire en France et portent aussi sur des questions plus contemporaines d'évaluation et de transition écologique dans l'économie sociale et solidaire. Donc, Justine et Sylvain, vous avez 10 minutes pour nous présenter cette approche de la maison. Bonjour à tous et à toutes, c'est moi qui vais commencer, on va alterner pour essayer de faire quelque chose d'un peu dynamique. Tout d'abord, merci beaucoup au CRIS, merci beaucoup au RESS de nous donner l'opportunité de se présenter ce gros travail autour de l'approche méso. Merci aussi à la revue Intervention économique pour nous avoir soutenus dans la réalisation de ce numéro qu'on va vous présenter. Merci Martine pour cette belle introduction. Merci à toutes les personnes qui ont participé au numéro que je vois autour de l'écran d'être présentes. Puis je salue en particulier Nadine, sans qui on ne serait pas là avec Sylvain, Nadine Richesse-Vatesti. Alors, quelques mots tout d'abord pour définir la mésoéconomie, parce que c'est pas une mince affaire, c'est pas de la tarte. L'approche méso, la mésoéconomie, c'est une méthode, un outil de travail
un outil d'analyse des milieux de vie, milieux productifs, milieux institutionnels. Plus simplement, un outil pour analyser des systèmes socio-économiques qui vont se constituer entre le micro et le macro en interaction avec les écosystèmes naturels notamment. Autrement dit, la mésoéconomie, ça cherche à mieux comprendre l'existence d'une variété d'espaces socio-économiques qui produisent, qui consomment, s'organisent, travaillent, qui habitent de façon différente et relativement autonome les uns des autres et par rapport au macro. On peut citer l'aéronautique, l'enseignement supérieur, l'économie sociale. Donc en gros, la méso, ça étudie la diversité d'espaces socio-économiques dans le capitalisme. D'où ça vient, c'est important pour comprendre notamment une approche théorique. Elle prend ses racines notamment dans la théorie de la régulation au sein des approches hétérodoxes et institutionnalistes de l'économie. Notamment, la théorie de la régulation, elle se distingue parce qu'elle propose une analyse située historique de la diversité des capitalismes à partir de ce qu'on appelle les grandes formes institutionnelles, par exemple le rapport salarial, par exemple l'État. Historiquement, c'est des travaux qui se sont notamment intéressés à certaines dynamiques sectorielles, territoriales ou professionnelles. On peut citer l'automobile dans le Fordisme, avec l'idée que ces espaces socio-économiques, ils avaient des règles, des logiques, par exemple productives, d'organisation du travail, qui étaient assez spécifiques. Par exemple, on peut citer que le capitalisme états-unien des années 30, il diffère de celui d'aujourd'hui, et le capitalisme d'aujourd'hui aux États-Unis diffère de celui en France. Mais là, on reste au niveau macro. Donc, l'approche méso, elle va essayer de s'intéresser un petit peu plus à d'autres types d'espaces et elle s'inspire notamment, elle découle de travaux en économie industrielle qui se sont intéressés à la notion de système productif. On peut citer De Brandt, par exemple, mais aussi parmi les penseurs et les penseuses régulationnistes dans les années 90, il y en a plusieurs qui se sont intéressés à des dynamiques infra-macro pour considérer notamment des dynamiques territoriales, sectorielles. Puis c'est né beaucoup dans des séminaires comme le séminaire Régulation, secteur et territoire, qui a été notamment animé par Catherine Launrand et Christian Dutertre, aujourd'hui Florence Gallois. Il y a aussi le séminaire autour du séminaire résidentiel régulationniste avec Agnès Labrousse notamment, Sandrine Michel, mais aussi la thèse de Thomas Lamarche en 93 et son HDR dans les années 2010, et bien sûr le séminaire Théorie de la régulation et coopérative qui a été animé par Thomas Lamarche et Nadine Richesse-Battesti et dont on a fait partie avec Sylvain. Qui a réuni des acteurs et des chercheurs. Puis j'insiste sur le fait qu'il y avait des acteurs, notamment des membres de la coopérative, de la manufacture coopérative, qui est une coopérative de recherche-action. Puis, parmi les moments clés, il y a eu vraiment la publication du numéro spécial dans la revue de la régulation Approche méso des coopératives en 2023, qui a été coordonné par Nadine Richesse-Battesti et Thomas Lamarche. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire qu'il existe, l'approche méso, c'est de se dire qu'il existe des dynamiques de régulation, des formes de rapports sociaux qui sont propres à certains espaces qui sont délimités et plus petits que le niveau macro. Donc, au-delà des dynamiques macro, le capitalisme, il n'agit pas de façon uniforme. Il coexiste, dans le capitalisme, il coexiste différents sous-systèmes, différentes formes de travail, de production, de concurrence. Donc, il y a des espaces aussi pour faire autrement, pour transformer, pour proposer dans une critique en acte d'autres systèmes qui vont s'autonomiser. Preuve en est avec les coopératives. Puis l'économie sociale l'a montré, notamment, on peut penser aussi à tout ce qu'a produit Claude Viennet, qui, à mon sens, aurait sans doute aimé la méso. Donc là, la méso nous propose un nouveau outil pour étudier la coexistence de plusieurs formes de régulation autonome, mais c'est pas une théorie encore stabilisée. Elle se construit chemin faisant dans une logique abductive. Et c'est tout le défi de ce numéro qui a émergé avec un appel publié en septembre 2024. Et c'était un défi parce que c'était pas une approche très connue outre-France, on va dire, notamment au Québec. Et puis c'est pas de la tarte de comprendre la méso, mais c'est pour ça que je vais laisser mon collègue Sylvain vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la méso. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous partager mon écran si ça fonctionne. Normalement, c'est bon. Alors, comme l'a rappelé Justine, l'approche méso, c'est à la fois une approche théorique, mais une méthode et une grille d'analyse qui cherche à apprécier la variété et la spécificité des espaces méso.
Des espaces méso, comme l'a rappelé Justine, qu'on considère souvent comme un ensemble de milieux relativement clos, qui sont composés d'une myriade d'acteurs et d'organisations, au-delà du micro et en deçà du macro. Et ce sont des espaces, il y a une pluralité d'espaces méso qui construisent des systèmes de règles relativement spécifiques et autonomes par rapport à la dynamique d'ensemble du capitalisme. Et là, je vous projette un diapo issu du manuel de Thomas Lamarche et Jérémy Bastien qui présente un peu leur schématisation d'où on situe les espaces méso. Et pour comprendre ces espaces méso, ils ont notamment développé une grille d'analyse qui s'appuie sur la distinction de différents canaux de différenciation qu'on voit sur la droite de ce diapo. Et ces canaux de différenciation, en fait, permettent de comprendre comment chaque espace méso construit un périmètre, se différencie et s'autonomise du reste de la logique capitaliste. Et c'est l'idée que chaque canal, concurrence, travail, futurité, est porteur de rapports sociaux un peu spécifiques. Et ils ont mis en avant, et c'est un travail qui se poursuit, y compris dans le dernier numéro, différents canaux, notamment un premier canal produit-concurrence, c'est l'idée de comprendre un peu comment on échange, comment on consomme dans ces espaces et comment on se différencie par des normes de produits, par des normes de qualité, etc., face à différentes formes de concurrence. Le deuxième canal, c'est le canal travail. C'est un peu l'idée de comment on travaille dans ces espaces méso, avec l'idée qu'il y a des règles professionnelles, des organisations du travail relativement spécifiques. On en parlera d'ailleurs si c'est spécifique ou pas dans les SIC ou encore les coopératives de solidarité. Le troisième canal important, c'est le canal futurité, inspiré de l'Economist Commons, et c'est l'idée quelle représentation les acteurs ont dans ces espaces du futur. Typiquement, dans l'ESS, on parlera de projets utopiques ou de projets coopératifs qui a pu s'inspirer par exemple de la République coopérative ou encore aujourd'hui de récits sur la transition. Ça, ce sont un peu les trois canaux historiques qui... Pardon ? Encore. Oui. Pardon, j'ai mal écouté. Oui. 2 minutes. Oui. J'avance. Et d'autres canaux sont apparus au fur et à mesure, notamment un canal sur l'environnement et la nature pour voir comment ces espaces se construisent de manière différenciée par rapport au rapport aux écosystèmes, et un canal gouvernance qu'on a notamment introduit avec Justine en s'intéressant aux coopératives pour voir comment il y a des formes de décision, des formes de propriété qui sont spécifiques à certains espaces, typiquement les espaces coopératifs. Et historiquement, c'est plutôt ces recherches se sont intéressées à comprendre comment ces espaces se différencient des autres espaces ou encore du régime d'accumulation capitaliste. Et dans un travail plus récent avec Justine, on a essayé de voir aussi que ce sont peut-être des canaux d'innovation sociale qui permettent de voir comment, par ces prismes de travail, de concurrence, etc., certains systèmes, certains espaces méso transforment l'ensemble du capitalisme. Et cet intérêt de l'approche méso, c'est aussi, on a souvent critiqué la théorie de la régulation en disant que c'était assez déterministe. Le capitalisme s'impose par en haut sur l'ensemble des organisations économiques, dont les organisations de l'ESS. Et là, c'est l'idée à travers les espaces méso de montrer que les acteurs ont une certaine agentivité, peuvent se coordonner et agir entre eux pour construire des règles relativement spécifiques, voire chercher à transformer plus largement le capitalisme. On parlera ici de coopératives, mais par exemple, si on s'intéresse aux GAFAM, on peut considérer que les GAFAM étaient historiquement un espace méso qui transforme par les marges les formes de travail, les formes de concurrence, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a un peu travaillé. Et ces espaces méso, du coup, donnent une certaine agentivité aux acteurs et invitent à s'intéresser à la capacité de transformation sociale, à la capacité instituante de certains espaces méso, typiquement des espaces méso comme dans l'ESS. Et quel intérêt, je vais m'arrêter là dans 30 secondes, de cette approche méso pour saisir l'ESS, c'est qu'à la fois ça permet de saisir l'économie sociale et solidaire comme un espace méso différencié ou espace méso critique par rapport au capitalisme. On peut aussi voir que dans l'ESS, il y a une pluralité d'espaces méso, par exemple coopératives, comme les coopératives de solidarité ou autres. En tout cas, ça peut être une piste de questionnement. Et le deuxième intérêt, c'est de renouer avec une question sur la capacité instituante, la capacité de transformation sociale de l'ESS ou de certaines de ses composantes.
Et là, on revient sans doute à des questions plus traditionnelles et originelles dans le CRIS pour essayer de voir justement comment l'économie sociale transforme aussi l'ensemble des rapports sociaux. Mais Benoît Lévesque y reviendra plus en détail. Merci beaucoup, Christine Vallon et Sylvain Vincel, pour cette présentation générale. Et on va poursuivre euh, dans notre exploration, l'approche méso, pour certains en tout cas. Benoît Lévesque va nous présenter les racines de la théorie méso dans l'approche théorique du crise. Benoît Lévesque est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches et ses publications s'inscrivent dans le domaine de la sociologie économique et portent notamment sur l'innovation sociale, l'économie sociale, la participation citoyenne et le modèle québécois de développement. Élément important à noter, il est le cofondateur du Centre de recherche sur les innovations sociales, donc le CRIS, et en a été le directeur de 1986 à 2003. Donc, Benoît, à toi. Bonjour à tout le monde. Au départ, je voudrais féliciter Justine Ballon et Sylvain Vincel pour le travail exceptionnel que tous les deux ont accompli pour la production de ce numéro. Et il faut dire que c'était un projet un peu téméraire dans la mesure où on voulait avoir la contribution de chercheurs français qui connaissent bien l'approche méso et qui ont parfois fait leur thèse en s'inspirant de cette approche, comme c'est le cas de Justine et de Sylvain, avec des recherches de chercheurs québécois, alors qu'au Québec, l'approche méso était relativement inconnue il y a 2 ou 3 ans. Mon cours exposé, c'est en 3 points. Et pour chacun des points, il y a la question théorique qui est examinée d'abord, puis la proximité méthodologique. Alors, pour le premier point, c'est-à-dire l'approche méso, le terme méso comme approche n'est pas présent dans les recherches du CRIS, mais à mon sens, la méso est présente dans elle fait partie des objets de recherche du CRIS. On sait que les axes, par exemple, c'était le territoire, les entreprises collectives, les milieux de travail, les milieux de vie, et des objets comme l'économie sociale, les tables sectorielles, les grappes industrielles, les systèmes de production. Et donc, il y a mais en plus que d'avoir des objets proches relevant de l'espace méso, il y a aussi une proximité théorique qui est le fait que la théorie de la régulation a été une inspiration, une des 2 inspirations principales lors de la fondation du CRIS. Et l'approche de la régulation a été utilisée surtout au départ pour l'analyse macro, donc les rapports sociaux au cœur de l'économie et avec des notions de crise, de régime d'accumulation, de mode de régulation et aussi l'étude du modèle québécois. Mais elle a été utilisée aussi beaucoup pour des études plus micro, des études de cas. Et la grille, par exemple, d'analyse des études de cas établie en 1993 par Paul-André Lapointe reposait justement sur l'approche de la régulation, notamment les distinctions organisation et institution, puis aussi l'adaptation de cette grille par Yvan Comeau pour l'économie sociale reprenait également ces dimensions. Et au niveau du CRIS, on ajoutait à la théorie de régulation les rapports à la consommation, le rapport au territoire, par la suite le rapport à la nature, donc, et la notion de modèle de développement qui était inspiré par les travaux à l'époque d'Alain Lipietz. Aujourd'hui, il y a eu évolution, repositionnement du CRIS, mais on retrouve quand même des notions qui sont proches de l'espace méso, comme la notion de champ de Pierre Bourdieu, de réseau, de méta-organisation, de commun, de milieu de vie. Et il y a aussi une proximité méthodologique qui pourrait être plus développée, mais disons, dans les 2 cas,
pour le crise comme pour l'approche méso, les études de cas sont centrales jusqu'à un certain point. C'est les études de cas d'espace méso, mais dans le cas du crise, c'était surtout des monographies d'entreprise. Et l'autre élément de proximité, c'est l'observation participante, la recherche partenariale qu'on retrouve aussi bien dans le crise que dans l'approche méso. En conclusion de ce premier point, la connaissance de la théorie de la régulation facilite l'appropriation de la mésorégulationniste. Mais ce n'est pas. On peut aussi étudier les espaces méso à partir de d'autres approches que l'approche de la régulation, notamment à partir d'approches hétérodoxes, comme le font les évolutionnistes, ou encore à partir de disciplines différentes, comme la sociologie structurale, dont il est question dans le livre de. Le deuxième point, c'est que l'approche méso peut apporter aux crises. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Bien, je pense qu'elle peut enrichir à certains égards, notamment le premier point qui me semble, c'est le fait que l'approche méso, comme Justine l'a expliqué et Sylvain aussi, c'est qu'elle apporte un nouvel objet. La construction d'un objet qui est un espace méso et donc qui comprend des acteurs spécifiques, un périmètre, des rapports internes dans le travail, coopération et conflit, les rapports externes au régime dominant. Et donc, dans ce sens-là, elle permet, c'est un espace méso à une certaine autonomie relative. Et donc, elle produit de la variété, au fond, dans l'économie. L'espace méso est un espace aussi d'auto-institutionnalisation, d'innovation, de transformation, d'où une très grande diversité des espaces méso. Et les 4 canaux dont il était question précédemment sont justement des éléments qui peuvent enrichir, même si le crise en avait quelques-uns à partir de la théorie de la régulation. Sur le plan de la méthodologie, l'approche méso, on le voit dans le livre de Thomas Lamarche et Jérémy Bastien, laisse bien voir les étapes de recherche. C'est les étapes premières, comment procéder, identifier les acteurs, définir le périmètre, les relations dialectiques micro-maso. Et aussi, au niveau de la méthodologie des études de cas, ce qui est intéressant, c'est que l'approche méthodologique de l'abduction laisse bien voir que ce n'est pas le nombre d'études de cas qui va être déterminant. C'est le fait que pour chacune des études de cas, qui sont très diversifiées, on va identifier des éléments théoriques. Et à terme, au fond, c'est que d'une étude de cas à l'autre, la théorie, au fond, évolue et se précise. Alors, c'est une méthodologie qui m'apparaît très intéressante. En revanche, la méso, au niveau méthodologique, est très critique par rapport aux statistiques. Parce que, comme l'espace méso n'est pas reconnu comme tel, ça veut dire qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur l'espace méso. Alors, et donc, les statistiques existantes qui sont plus sur les secteurs doivent être déconstruites pour construire des données statistiques qui sont par ailleurs très valorisées par l'approche pour bien faire une périodisation, par exemple. Et donc, en conclusion, sur ce deuxième point, je ferai un aveu, c'est qu'en 1986, lorsque le crise a été créé, en 1993 aussi avec les monographies, la grille qui a été mise au point, c'est que nous avons centré les études de cas sur les usines, les ateliers, alors qu'il y aurait fallu plus penser en termes de filières, en termes d'écosystèmes, en termes d'espace méso. Ça permet de donner une explication, une compréhension beaucoup plus large et significative. Donc, l'approche méso, c'est aussi une approche qui permet de faire l'analyse des écosystèmes dont il est parfois question. Le dernier point, comme la contribution possible du crise à l'approche méso. Bien, au plan théorique, 2 ou 3 éléments. Je pense que le repositionnement du crise apporte un élargissement des préoccupations du cadre théorique
en considérant, par exemple, la justice sociale selon toutes ses dimensions à partir de Nancy Fraser et aussi une vision plus large de la transformation et peut enrichir l'approche méso. Deuxième point aussi, c'est que la crise a toujours eu une préoccupation pour l'action collective et les mouvements sociaux. Sous cet angle, les espaces méso ne peuvent se limiter au système productif, mais doivent considérer non seulement les systèmes reproductifs, mais aussi l'ensemble des activités humaines qui dépassent l'échelle, qui sont ni micro ni macro. Et donc, la programmation, de plus, la programmation et certaines équipes de recherche au plan, dans le crise, se veulent interdisciplinaires et non pas seulement multidisciplinaires. Ça veut dire que dans ce sens-là, les équipes de recherche réunissent des personnes de diverses disciplines assez souvent. Ainsi, la mésorégulationniste fait référence à diverses disciplines. Elle s'inspire par exemple de la notion de champ de Bourdieu, elle aussi pour les communs, mais son cadre théorique pour le moment est principalement d'une formulation plus relevant de l'économie. Le croisement des disciplines qu'on retrouve à l'intérieur du CRIS et la transdisciplinarité aussi sont moins présentes dans l'approche méso et à ce sens-là, le CRIS peut être une source d'inspiration. Et dans la mesure où les recherches du CRIS font référence aux mouvements sociaux pour la transformation, il est aussi question dans le CRIS non seulement de futurité au niveau des espaces méso, mais aussi du projet de société. Alors, ceci pourrait être aussi une façon de voir la dialectique entre la futurité et le projet de société. Enfin, une dialectique entre la futurité dans l'espace méso et le projet de société porté par les mouvements sociaux pourrait être un véritable enrichissement de part et d'autre. La thématique principale du CRIS, il faut le rappeler peut-être, c'est l'innovation et transformation. Et donc, dans ce sens-là, l'approche méso apporte quelque chose de nouveau, mais aussi la dialectique entre innovation et transformation exige justement de dépasser au fond la futurité qui est l'espace où se prépare le futur projet de société. Pour l'approche du CRIS repositionné, le passage du méso-macro ne peut se limiter à la transformation du régime économique dominant, puisqu'une grande transformation concerne non seulement celle du régime économique, mais aussi celle de l'ensemble des activités des humains et de leur rapport à la nature. D'où, pour la crise, l'importance non seulement des coopératives, mais aussi de la partie non marchande, des associations, des milieux, qui sont aussi des lieux de préoccupation pour une véritable justice sociale. Au plan méthodologique, je pense qu'il y a une rencontre entre la crise et une proximité entre la crise et l'approche méso, qui est celle de la recherche partenariale, mais à ce niveau-là, le CRIS apporte aussi la question de la co-construction des connaissances, du croisement des savoirs, comme le montrent des recherches comme Parole d'exclus ou les recherches du 5 mai. Plusieurs chercheurs sont engagés dans des recherches de comparaison aux crises, dans des recherches de comparaison internationales depuis plusieurs années, à partir des réseaux du Syriac international, notamment, où on retrouve des équipes de douzaines de pays. Mais pour la coopération internationale, je pense qu'elle peut être intéressante d'être approfondie en comparant la France et le Québec, parce que c'est deux sociétés qui ont des points communs, mais aussi de très grandes différences, comme j'ai pu le voir récemment dans une recherche avec Martin Malo sur la comparaison des lois françaises et québécoises en économie sociale. En conclusion, à ces 3 points, une proximité de l'approche du CRIS avec l'approche méso à travers la théorie de la régulation, mais aussi le dépassement de cette dernière, de la théorie de la régulation. Les espaces méso peuvent être étudiés non seulement à partir de la théorie de la régulation, mais comme c'est le cas pour les régulationnistes, mais aussi à partir de d'autres approches
hétérodoxe parce que les approches standards ignorent l'espace méso. Et la mésorégulationnisme ouvre des perspectives prometteuses pour la recherche sur l'économie sociale, y compris dans le cadre de la comparaison internationale. Cependant, la mésorégulationniste ne euh, euh, se limite pas à l'économie sociale et solidaire. Elle peut également étudier des espaces dominants comme les plateformes numériques économiques dont on a dans un des chapitres du livre de Lamarche et Bastien une analyse qui montre bien comment l'étude des espaces dominants permet de comprendre justement les éléments destructifs de ces approches. C'est le cas du CRISE dont les axes ne portent pas exclusivement sur l'économie sociale, même si la contribution de cette dernière, de l'économie sociale à la transformation, ne peut être ignorée. Alors, je termine sur ce point. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Benoît, de cette comparaison, pas toujours facile, mais parfois facile, mais en tout cas, tu nous en donnes une version très, très nuancée qui porte, qui nous amène de part et d'autre à intégrer, à mieux intégrer ces approches respectives. Alors, aujourd'hui, là, à ce moment-ci, je redonne la parole à Justine Ballon et Sylvain Selle pour nous présenter plus spécifiquement ce numéro spécial de la revue Intervention économique. Donc, 10 minutes à vous deux. Merci Benoît, merci Martine. On s'est encore séparé les choses. Je vais commencer par expliquer pourquoi ce titre et vous présenter un peu les différents articles et entretiens de ce numéro. Et Sylvain mettra l'accent sur c'est quoi les principaux résultats qu'on peut ressortir de ce numéro. Alors pourquoi ce titre audacieux approche méso de l'économie sociale et solidaire vers un nouveau paradigme? Mais à notre sens, avec Benoît et Sylvain, la mésoéconomie pourrait, on dit bien pourrait, constituer un nouveau cadre théorique, une nouvelle méthode qui pourrait être bien utile pour renouveler la manière dont on comprend les possibilités de transformation sociale de l'économie sociale et de sa capacité à œuvrer vers une transformation sociale et écologique. Puis d'ailleurs, notre constat, notamment dans l'introduction que vous avez peut-être lu, il part des crises, puis de l'enjeu, comment, face à ces crises, comment pour saisir ces dynamiques, ces reconfigurations qui interviennent en économie sociale et solidaire, mais aussi plus largement dans le capitalisme et d'autres espaces méso, il y aurait la nécessité de mobiliser un cadre d'analyse qui soit capable d'articuler à la fois les évolutions macro et institutionnelles avec les pratiques des organisations, les jeux d'acteurs au niveau local. Et c'est là tout l'intérêt, à notre sens, de l'approche méso. J'aimerais ça aussi souligner un élément que souligne Nadine Richesse-Battesti, qui dit dans l'entretien que nous avons eu la chance de faire avec elle, que l'approche méso, finalement, aussi, elle permet de franchir une étape analytique et théorique, je cite, pour nombre d'entre nous qui sont presque enfermés, qui ont tendance à être enfermés dans des études de cas, avec cette volonté d'exhiber les processus pour essayer de davantage comprendre tout ce que produisent ces cas pris ensemble. Et donc, on a vraiment eu l'idée que cette approche méso pourrait nous permettre de changer de lunettes théoriques, nous permettre de partir d'un autre niveau d'analyse avec notamment ces canaux qui nous semblent inspirants et suffisamment heuristiques nous permettre de comprendre les marges de manœuvre, les freins, mais aussi la critique qui peut être portée. Puis, au cœur, à notre sens, de l'approche méso, il y a plusieurs enjeux majeurs à considérer, et notamment la considération des milieux de vie, des écosystèmes, de d'autres rapports à la nature qui ont été insuffisamment pris en compte dans les approches théoriques notamment. Mais aujourd'hui, ça change, mais on pense que la méso peut apporter une perspective intéressante, les perspectives féministes aussi, postcoloniales et décoloniales,
le travail aussi sur, comme l'a nommé Benoît, autour de considérer peut-être davantage ce que nommait Polanyi l'économie substantive, donc d'autres formes d'économie aussi, d'autres formes de socialité, de relationnalité, comme on a pu le voir avec le crise aussi. Donc ça inviterait à aussi peut-être revoir les rôles de l'innovation sociale, mais la méso, comme l'a bien nommé Benoît aussi, nous permettrait de reconstruire l'objet d'économie sociale pour considérer son autonomie relative, l'intercoopération, l'articulation entre des régulations sectorielles, territoriales, qui m'amène à vous présenter ce numéro qui est très riche parce que c'est un sacré numéro. Il y a une dizaine d'articles, il y a 2 entretiens croisés, il y a 2 revues d'ouvrages et puis c'est 15 auteurs et autrices du Québec, de la France qui nous ont donné à lire, qui ont travaillé fort pour ce numéro. Donc je les remercie encore une fois d'avoir tenté ce défi de se saisir de l'approche méso. Puis ce numéro, il permet à la fois de découvrir l'approche méso présentée en tant que telle, mais aussi mobilisée pour apprécier différentes composantes de l'ESS, voire l'ESS en soi. Elle permet aussi de comprendre quels apports analytiques elle peut offrir pour saisir les voies de transformation sociale, et puis quelles critiques en acte pourrait offrir une ESS néanmoins bien contrainte et aussi avec ses limites. Il y a aussi une limite que porte ce numéro, c'est que on a abordé plein de composantes de l'ESS, mais par contre, le milieu associatif, le rôle des associations, qui est quand même le majoritaire en économie sociale, ou de l'action communautaire au Québec, eh ben, elle n'est pas présente dans ce numéro, donc il y aurait quelque chose sans doute à faire là-dessus. Maintenant, si j'en arrive au numéro, puis vous imaginez bien que dans les quelques minutes qui me sont offertes pour présenter ce numéro avec 10 articles et 2 entretiens, je ne pourrais pas dire grand-chose, mais je vais essayer de vous donner de vous donner un peu de substance. L'objectif, c'est de vous donner envie de lire ce numéro, de lire tous les auteurs et autrices qui ont travaillé fort sur ce numéro. Donc, le premier article qui ouvre le numéro, il est écrit en anglais pour diffuser cette approche aussi dans le milieu anglophone, parce que c'est plutôt une approche francophone. Et donc, c'est Catherine Baudet, Thomas Lamarche et Nadine Riches-Batesti qui ont écrit l'article Rethinking the Social and Solidarity Economy and its Potential for Socio-Ecological Transition, a Mesoeconomic Approach. C'est un premier cadrage théorique et méthodologique de l'approche méso qui permet d'apprécier l'ESS comme espace méso en tant que tel, il n'y en avait pas encore eu d'écrit, tout en ouvrant vers de nouvelles perspectives pour comprendre son rôle aussi dans la transition socio-écologique. Qu'est-ce qui fonde l'unité de l'économie sociale, l'importance du canal de la futurité, et aussi des politiques publiques dans ce travail d'unification. Ensuite, on a un ensemble d'articles qui va s'intéresser aux approches méso de modèles coopératifs au pluriel. Et on va plus en parler tout à l'heure on va écouter nos collègues de France et du Québec à propos des coopératives multisociétaires en France et au Québec. Donc, je ne vais pas creuser sur cette dimension-là. Mais il y a un troisième article aussi qui porte sur les coopératives éphémères d'éducation à l'entrepreneuriat collectif en France, qui a été écrit par nos collègues Élodie Ross et Lamia Bouadi, qui sont présentes, merci à elles, qui nous donne à voir comment une innovation sociale qui a émergé au Québec s'est déployée en France et comment ces coopératives éphémères d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, à la fois sont porteuses dans le canal Futurité en particulier d'un autre projet, mais qu'elles ont du mal à se déployer, qu'il y a un manque de reconnaissance et un risque de récupération aussi de ce qu'elles produisent. Et donc ça serait les premiers 3 articles. Ensuite, on a plusieurs articles qui vont s'intéresser à des secteurs de l'économie sociale et solidaire et qui permettent de renouveler l'approche sectorielle de l'ESS. Ils interrogent la capacité des nouveaux acteurs et des anciens acteurs et des modèles productifs de l'ESS à maintenir ou construire leur différenciation dans des secteurs qui sont soumis à la concurrence croissante, notamment des entreprises lucratives,
qui sont construites par les pouvoirs publics. On peut aussi penser à l'entrepreneuriat social. Et là, on est dans l'assurance maladie complémentaire avec les mutuelles. Donc là, c'est l'article de Florian Beaucreux et Florence Gallois qui s'intéressent à ces acteurs-là et comment ils essayent de se différencier par rapport notamment aux assurances privées. On a un article qui a été écrit par Adèle Seber et Clotilde Grassard sur l'énergie, les énergies renouvelables et notamment les associations pour la mutualisation d'une énergie de proximité, comment elles émergent dans un secteur libéralisé, puis comment elles essayent de se distinguer par une différenciation critique et engagée. C'est très nouveau ces AMEP-là. Et finalement, le dernier article autour des secteurs, c'est celui de Benjamin Cordry, Clotilde Grassard et Victor Bayer qui ont travaillé sur le réemploi solidaire, qui est un autre secteur de la transition socio-écologique et où l'ESS était historiquement implanté. Puis là, ils font face à l'arrivée de nouvelles politiques publiques qui amènent de la concurrence d'acteurs lucratifs nouveaux qui viennent fragiliser des compromis historiques. Donc, ça a amené ces acteurs à s'organiser au sein de l'Union pour le réemploi solidaire qu'on pourrait caractérisée comme une forme de méta-organisation, ce qui nous amène à la troisième grande catégorie d'acteurs autour des acteurs collectifs de l'ESS. Justine? Ouais, je pense que ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a encore Sylvain. Je pense qu'il faut qu'on présente le numéro, mais oui, je vais au plus rapide. Donc, il y a tout un tas d'acteurs qui nous donnent à voir comment on pourrait étudier un ensemble d'acteurs qui s'organisent ensemble, plutôt dans une logique d'écosystème de commun urbain. C'est ce que montrent Dan Furukawa Marquez et Jonathan Durand-Folco. Ils étudient 3 acteurs intermédiaires du territoire montréalais, l'organisme de transfert Territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES, l'organisme Solon, qui a parti beaucoup de projets en transition socio-écologique à Montréal, et le collectif Transition en commun, qui rassemble des acteurs publics de la culture, de l'économie sociale, de la transition, etc., pour faire avancer, mettre à l'agenda en fait la transition socio-écologique, donc qui nous permettent d'aborder cette organisation d'acteurs par l'écosystème des communs, et donc s'intéresser au rôle d'acteur intermédiaire. Il y a aussi ensuite l'article d'Émilie Lanciano et Séverine Saleh qui propose d'analyser la structuration d'un réseau de systèmes alimentaires alternatifs à Lyon, puis l'analyse comme un espace mésocritique, puis là on va en gestion. Et donc, il nous propose d'utiliser les concepts de cadre et de cadrage pour analyser la construction de la futurité dans cet espace méso. Finalement, le dernier article qui va s'intéresser à ces acteurs d'acteurs, c'est Louis Cousin et Luc Audebrand qui mobilisent un concept qui a émergé en sciences de gestion, les méta-organisations, pour étudier une plateforme destinée à numériser les connaissances sur l'eau. Ils s'intéressent en particulier au rapport de pouvoir qui s'y noue pour comprendre comment se configure un espace méso, notamment grâce au rôle d'une méta-organisation. Puis, je vais terminer la présentation du numéro pour parler autour des entretiens croisés qu'on a fait avec 4 femmes qui ont fabriqué l'économie sociale en France et au Québec. On a voulu mettre de la lumière sur les femmes qui ont fait l'ESS, qui ont trop souvent été invisibilisées. Donc, avec un premier entretien acteur-actrice avec Scarlett Wilson-Courvoisier, qui a travaillé au sein de la délégation interministérielle de l'économie sociale, et Nancy Nimtan, que j'ai vue, merci Nancy, qui est cofondatrice et qui a été dirigeante du chantier de l'économie sociale, qui nous raconte comment s'est fabriquée l'économie sociale en France et au Québec, y compris dans les liens. Et un autre entretien qu'on a fait avec Marie-Claire Malo, qui est professeure honoraire à HEC Montréal au Canada, qui est membre du CRIS aussi et du CIRIEC, et Nadine Richez-Battesti, maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université, qui ont montré les fertilisations croisées entre ces 2 écosystèmes de recherche en France et au Québec, et entre des disciplines, économie et gestion notamment, pour construire une manière de penser l'économie sociale, et à quel point c'était super important ces croisements. Et finalement, il y a 2 recensions d'ouvrages. Donc, Benoît Lévesque a écrit une recension d'ouvrages sur l'ouvrage de Pima Lamarche et Jérémy Bastien sur Mésoéconomie, penser la pluralité des dynamiques économiques, et Frédéric Anand qui a eu le courage de lire le long ouvrage de Jean-Michel Servet sur l'institution monétaire de l'humanité. Voici le numéro, puis très très vite, Sylvain va parler un petit peu de quelques éléments clés des résultats de ce numéro. Quel challenge!
Je vais essayer de faire ça en moins d'une minute, mais ça fera le pont aussi sur l'intervention de nos collègues. Peut-être quelques grands résultats, quelques grands défis. Déjà, un enjeu de transmission peut être réussi parce que le méso permet de redécouvrir des travaux, des questions anciennes dans le CRISE, dans la théorie de la régulation, et d'un certain nombre de chercheuses et actrices se présentent aussi dans le tour de table. Donc, enjeu de transmission. Deuxième point, deuxième pari, c'est que ce numéro permet d'aller vers des nouveaux terrains, qui soient sur l'ESS ou dans des espaces au sein de l'ESS, et qui permettent d'éclairer sous des nouveaux angles des questions assez centrales comme quel est le projet utopique dans l'ESS, quel est son rapport au marché, quel est son rapport au travail, à la gouvernance, à l'environnement. Donc voilà, autant de questions qui permettent de nouveaux éclairages et de poursuivre tout ça. Troisième élément, c'est que ce numéro aussi a permis un dialogue pluridisciplinaire, Justine l'a pointé, avec des collègues aussi politistes, des collègues gestionnaires, notamment pour se questionner sur le travail politique stratégique pour construire ces espaces méso. Très concrètement, quel type d'acteurs et comment ces acteurs-là construisent ces espaces méso, cherchent à se différencier, notamment d'autres espaces méso ou du capitalisme. Et dernier enjeu sur lequel on souhaitait mettre en avant et qui est souvent oublié, c'est des enjeux méthodologiques. Tous ces articles sont des articles écrits de manière collective. Donc, ça mobilise des collectifs de chercheurs qui généralement mobilisent des terrains depuis plusieurs années, des méthodes mixtes et souvent des recherches embarquées assez proches des acteurs. Et donc, c'est souvent ce type de démarche de recherche collective embarquée et multidimensionnelle qui permet de mieux comprendre comment se configurent, comment s'agencent les espaces méso. Mais néanmoins, c'est un défi de taille parce que c'est du travail collectif de long terme et ce n'est pas forcément la tendance actuelle qu'on demande aux chercheurs. Et dernier, pour ouvrir enfin, donc un numéro qui s'appuie principalement sur des démarches de recherche collective. Et l'ambition, c'est aussi de pousser, de promouvoir une nouvelle génération de recherche collective et comparative franco-québécoise, avec l'idée que ce numéro peut être un pied à l'étrier un peu pour poursuivre des discussions plus approfondies. Et ça sera le cas de nos collègues sur les SIC et les coopératives de solidarité. Voilà, je m'arrête Merci là. beaucoup à vous deux. C'est tout un marathon. Alors, en tout cas, vous nous donnez le goût très, très fortement d'aller s'abreuver à tous ces articles-là, toutes ces contributions-là. Et d'ailleurs, pour les prochaines 20 minutes, on va entendre Nathalie Magne, Delphine Valade et Myriam Michaud nous présenter de façon collective. Donc, la recherche est collective, mais la présentation et les diffusions, elle est aussi collective puisque ils vont nous présenter deux tableaux, mais de façon intégrée. Donc, on reste dans le collectif. Alors, Nathalie Magne, elle est maîtresse de conférences enseignante, chercheur en économie à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Elle est spécialiste des coopératives de travailleurs, donc les SCOP, et multisociétaires, les SIC en France et les coopératives de solidarité au Québec. Elle s'intéresse en particulier à la question du travail et ses recherches portent notamment sur les politiques salariales, les mouvements de main-d'œuvre et les conditions de travail pour les coopératives. Merci Nathalie d'être avec nous. Et Delphine Valade, qui est aussi maîtresse de conférences enseignante-chercheur en économie, aussi à l'Université Montpellier Paul Valéry. Et ses travaux portent sur l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, tout ça dans une perspective institutionnaliste. Nous avons aussi le bonheur d'avoir Myriam Michaud, qui est professeure en entrepreneuriat social à l'Université TÉLUQ, donc au Québec. Elle s'intéresse particulièrement à la gouvernance et à la gestion des entreprises collectives et aux tensions et paradoxes qui traversent les organisations. Donc, je vous laisse à vous trois le soin de nous présenter vos papiers, comment vous avez décidé de mettre tout ça ensemble et peut-être de nous rappeler le titre de vos papiers pour qu'on puisse les retrouver plus facilement lorsqu'on ira lire ce numéro très riche. Alors, à vous deux. Merci Martine. On m'entend bien? Oui. Excellent. Donc, effectivement, là, on essaie de te présenter en quelques minutes nos deux papiers qui ont été publiés dans ce numéro. Donc, fruit de collaboration entre les deux équipes de recherche parce qu'on s'est parlé tout au long du processus, sachant qu'on avait un objet
légal, institutionnel, semblable, même s'il y a effectivement, évidemment, là, des différences entre la SIC en France et la coopérative de solidarité au Québec. Mais on voulait créer des collaborations, en fait, entre ces deux projets de recherche. Donc, vous avez ici là, l'ensemble des auteurs et autrices qui ont contribué à chacun des deux articles. J'écoutais Benoît tantôt raconter comment on est en période d'appropriation de cette théorie-là au Québec. Puis je pense que c'est exactement le processus qu'on a vécu en grande partie là, grâce à la part d'Olivier Dobrov, qui est à la fois français et québécois, puis qui nous a beaucoup aidé à s'approprier cette approche. Donc, on vous explique dans les prochaines minutes un peu comment on a écrit ces deux articles-là, les méthodes qu'on a utilisées, quelques-uns des grands constats auxquels on parvient dans les articles, à la fois les constats différenciés et communs, avec l'objectif de vous donner encore une fois envie d'aller lire nos articles. Alors, on y va de manière tricotée à chacun notre tour. Donc, les filles, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci. Donc j'enchaîne. Merci hein, évidemment pour l'invitation. Ces petits drapeaux pour dire qu'on observe en fait à l'échelle de plusieurs pays une forme de renouveau coopératif avec l'émergence en effet de coopératives multisociétaires. Alors c'est quoi les coopératives multisociétaires? Eh bien ce sont des coopératives dans lesquelles il y a plusieurs catégories de membres sociétaires de l'entreprise. Ça peut être des travailleurs, des consommateurs, des fournisseurs, etc. Et donc, notre question commune, c'est justement de voir comment, en fait, ces nouvelles coopératives multisociétaires ont affecté l'espace méso de l'économie sociale et solidaire. Et là, on a la chance que le cadre ait été présenté avant. Et voilà, donc on se demande comment ces coopératives multisociétaires, en fait, reconfigurent l'espace méso de l'économie sociale et solidaire lui-même en processus d'institutionnalisation, donc comment elles vont affecter cette institutionnalisation. Myriam, je te laisse passer Merci beaucoup. Donc oui, juste encore quelques mots sur le papier. En fait, on a travaillé donc cette question de recherche à travers la mise en regard en fait de deux terrains, le Québec et la France. On avait même le projet au départ d'aller vers une conclusion commune. Mais bon, voilà, finalement, c'est deux papiers qui ont été publiés dans la revue. L'idée de départ, hein, elle est née dans le cadre d'un séminaire qui a été évoqué tout à l'heure par Justine et Sylvain, le séminaire TRCOP, Théorie de la régulation et coopérative, donc organisé par Thomas Lamarche et Nadine Richer-Battesti. Et dans ce séminaire, une fois, Olivier Dobrov, qui est là aussi, je le salue au passage, a présenté une première lecture des coopératives de solidarité à travers une lecture méso. Et ensuite, il y a eu l'appel à contribution de la revue Intervention économique, ce qui nous a invités à rendre opérationnelle cette mise en dialogue Québec-France, parce qu'il nous a semblé en effet que cet objet, les coopératives multisociétaires, était particulièrement intéressant pour cette approche méso. Donc la méthodologie qu'on a utilisée dans les deux terrains, c'est la même. Dans les deux cas, on a une méthodologie mixte qui associe des éléments qualitatifs et des éléments plus quantitatifs. Mais on n'a pas pu quand même faire une comparaison vraiment terme à terme de manière systématique parce que, par contre, nos enquêtes sur les coopératives de solidarité sur les SIC ne sont pas exactement les mêmes. Nos collègues québécois disposaient notamment d'une enquête sur les catégories de sociétaires. Nous n'avions pas le pendant pour la France. Pour la France, en fait, on a une base de données statistiques qui est assez exhaustive, mais qui contient peu de variables, et en tout cas pas cette diversité du sociétariat. J'essaye d'aller vite. Voilà, donc quelques mots sur nos coopératives. C'est la diapo suivante. Merci, Myriam. Juste en quelques mots donc, sur nos coopératives multisociétaires, hein, puisque on a travaillé voilà, sur deux cas, les coopératives de solidarité au Québec et les coopératives, sociétés coopératives d'intérêt collectif pour la France, les SIC. Ces deux coopératives multisociétaires, en fait, elles ont beaucoup de proximité, mais elles ont deux points de divergence hein, qu'on peut retenir ici, qui sont d'une part la question du nombre minimum de catégories de membres.
Du côté des coopératives de solidarité au Québec, il faut minimum 2 catégories de membres parmi les usagers, les travailleurs, les membres soutiens. Là où, pour les SIC en France, il faut au moins 3 catégories de sociétaires avec nécessairement des salariés et des usagers ou bénéficiaires, hein, dans ces sociétaires. Autre point de différence qui va s'avérer assez important aussi, il n'y a pas de réseau institutionnel qui fédère les coopératives de solidarité au Québec, alors qu'en France, les SIC sont représentés par ce qu'on appelle la Confédération générale des SCOP, qui est en fait le groupement national des sociétés coopératives de production, qui représente donc à la fois les SCOP et les SIC, même si, on le verra aussi un peu plus tard, toutes les SIC ne sont pas adhérentes. Un peu moins de la moitié aujourd'hui sont adhérentes à ce mouvement. Je garde encore la parole parce que je vais vous présenter en quelques mots donc la première partie des papiers en fait, hein, qui sont assez symétriques. Comme le disait Myriam tout à l'heure, hein, on repart là d'abord des espaces méso respectifs, espace méso de l'économie sociale et solidaire pour la France et on fera de même pour le Québec. Donc juste en quelques mots, comment s'intègrent en fait les SIC, comment elles émergent en France, dans quel contexte. Je retiendrai ici deux idées. Les SIC en France, elles émergent au début des années 2000 et elles vont s'inscrire en fait dans le prolongement de politiques économiques qui sont portées par un gouvernement de la gauche plurielle à l'époque. Et ce gouvernement essaye de soutenir l'emploi dans le secteur non marchand, donc en particulier dans les associations, sachant qu'on est dans un contexte aussi en France de décentralisation de l'action publique. Et alors, c'est rigolo, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Benoît Lévesque. En France, c'est le rapport Lipietz, du même Alain Lipietz, justement, commandité par justement la ministre du Travail de l'époque, qui va explorer différentes possibilités pour essayer de soutenir cet emploi dans le secteur non marchand. Les SIC vont être mises en avant ensuite à travers la loi Hamon 2014. C'est la grande loi cadre en France, hein, qui va préciser le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Et donc les SIC, en même temps que les coopératives d'activité et d'emploi aussi, sont vues dans le cadre de cette loi Hamon comme des statuts novateurs, porteurs d'innovation sociale, dans cette ESS qui a une orientation assez entrepreneuriale, même si cette orientation assez entrepreneuriale a fait l'objet d'intenses débats, à la fois entre les familles de l'ESS et au sein même des familles de l'ESS. Quelques mots maintenant juste sur la manière justement dont les SIC affectent l'institutionnalisation de l'ESS en France. 3 points ici. Alors, quand elles naissent en 2001, les SIC, hein, quand elles sont créées, eh bien, on va voir qu'il n'y a pas un engouement immédiat pour ce statut, qui apparaît probablement un peu complexe aux acteurs. En tout cas, on va voir qu'il n'y a pas de transformation massive des associations en SIC. Au départ, il faut attendre 2012 à peu près. Vous l'avez sur le graphique là. On voit qu'à peu près à partir de 2012, là, le nombre de SIC créés augmente considérablement. En fait, les SIC vont se situer dans l'ESS française un peu comme des organisations hybrides entre les associations et les coopératives de travailleurs. Dans cette ESS donc, qui est plutôt entrepreneuriale, en tout cas où on valorise l'entrepreneuriat, et où en même temps, toute une partie du monde associatif est invisibilisée par justement cette orientation très entrepreneuriale, ce qui donne lieu évidemment à des débats internes. Enfin, il faut noter que les SIC bousculent un petit peu le mouvement des coopératives de travailleurs qui, certes, hein, les représentent, même si je vous disais, il n'y a que 54% aujourd'hui des SIC qui sont adhérentes au mouvement des coopératives de travailleurs. Et notre enquête qualitative montre que, en fait, il y a presque une forme de méfiance en interne au mouvement coopératif
par rapport à des sites qui, pour certaines, sont assez peu entrepreneuriales, c'est-à-dire qu'elles ont un petit chiffre d'affaires, elles ont peu ou pas de salariés. Et on s'est rendu compte en fait que dans ce mouvement coopératif, ce sont les scopes qui restent en fait le modèle structurant, le modèle de référence. Je passe la parole à Myriam pour le volet du Québec. Merci. Donc, un peu la même structure hein, au Québec, comment on a essayé de regarder en fait comment l'apparition des coopératives de solidarité est en dialogue avec le développement historique de l'espace méso de l'économie sociale au Québec. Donc, comment d'une part, évidemment, c'est un modèle qui a été inspiré d'un modèle plus fondateur en Italie. Au Québec, en 95-96, une grande mobilisation sociale menée notamment par les mouvements féministes qui portent des revendications de prise de pouvoir puis de davantage d'égalité dans la société qui atteint une espèce de point culminant en 1996 avec le Grand Sommet sur l'économie et l'emploi, lors duquel le groupe de travail sur l'économie sociale, qui deviendra par la suite le chantier de l'économie sociale, qui est un de nos deux organismes fêtiers en économie sociale au Québec, va faire un certain nombre de recommandations 11 recommandations, parmi lesquelles l'idée d'une coopérative multisociétaire émerge, à laquelle on assigne au départ deux grands rôles principaux. Le premier, c'est d'appuyer le développement de services de garde structurés, donc pour à la fois appuyer le rôle économique des femmes. Et le deuxième, c'est de créer ce qu'on appelait à l'époque des coopératives multiservices qui permettraient, selon cette vision, de renforcer l'économie en région, de garder les jeunes en région, de développer aussi l'emploi. Donc, des avenues assez très fortement socio-économiques qui vont mener jusqu'à la création du modèle légal coopératif de solidarité en 2003. Non, j'ai une erreur là-dedans, en 97, qui, par la suite, puis au départ, en fait, les coopératives de solidarité, on avait nécessairement, comme en France, les trois catégories de membres devaient être représentées. Donc, à la fois les membres de soutien, hein, une innovation sociale assez importante dans le mouvement coopératif, et les membres travailleurs et les membres usagers, qui peuvent être producteurs ou consommateurs. On va ensuite assouplir ce statut-là en 2003 qui va permettre finalement d'avoir seulement deux catégories de membres. Et dans la structuration de l'espace méso d'économie sociale, bien évidemment, la promulgation de la loi sur l'économie sociale en 2013 est aussi un jalon important. Donc, dans l'article, on analyse tout ça en en voyant quel est le rôle de la coopérative de solidarité dans ce développement historique-là. Par la suite, on a aussi, à partir de nos données, été voir quels sont les effets plus spécifiques là, de l'apparition des coopératives de solidarité. Mais ici, on voit notamment que l'assouplissement de la loi en 2003, les coopératives de solidarité sont les petits bleus pâles dans le schéma, a créé vraiment une explosion du nombre de créations de coopératives de solidarité dans le paysage. Mais ça met en lumière aussi de quelle manière le développement de ces coopératives-là a pris un cheminement encore plus entrepreneurial que ce qui était prévu. Donc, d'une part, les deux principales avenues qui étaient proposées par le GTES, c'est-à-dire les services de garde et les coopératives multiservices en région, c'est pas nécessairement comme ça que les entrepreneurs sociaux en économie sociale se sont saisis du modèle. Il y a une beaucoup plus grande variété de types de coopératives ou de secteurs d'activité qui ont été mobilisés pour ce modèle-là. Et aussi, services de garde, finalement, c'est pas tellement les coopératives de solidarité qui existent dans ce secteur-là. Et on voit aussi que l'absence de regroupement fédératif dédié aux coopératives de solidarité, ou en tout cas dans lequel les coopératives de solidarité prennent une place importante, à la fois accentue la porosité entre les deux grandes familles d'économie sociale, c'est-à-dire la famille des associatives, des OBNL, et la famille des coopératives. À l'intérieur du milieu coopératif, va créer de plus en plus de maillage entre les différents types de coopératives de consommation, de travail et de production, mais affaiblit aussi dans une certaine mesure la portée critique potentielle de ce modèle-là qui n'a pas de porte-voix
en fait, pour porter certaines revendications politiques qui, elles, pourraient avoir un effet plus structurant sur l'espace macro de l'économie. Donc, on met en lumière à la fois le potentiel de ce modèle-là au Québec, l'effet structurant qu'il y a eu sur le développement historique, mais aussi les limites du modèle. Il vous resterait 5 minutes. Ok, donc c'est moi qui poursuis. Donc dans la deuxième partie de nos deux articles, puisqu'on a ce plan un peu en parallèle, hein, on s'attaque à la question des canaux, définis tout à l'heure par Sylvain. Donc parmi les canaux de différenciation, pour ce qui concerne les SIC, on a choisi d'insister sur 2 canaux dont on pense qu'ils sont clés pour les SIC. Donc là, sur la diapo, vous en voyez 4, mais je vais parler de seulement 2 de ces canaux. Le premier, le plus important, je commence par par le bas du tableau, c'est le canal produit-concurrence. Pourquoi? Parce que notre thèse, c'est que le positionnement différencié des SIC passe d'abord par le type de biens et services qu'elles produisent. Alors, dans l'article, on développe à peu près une dizaine d'exemples de secteurs d'activité. Pas d'inquiétude, je ne vais pas les développer tous maintenant. L'idée, on n'a pas l'ambition de dire que c'est généralisable à toutes les SIC, hein. On cite d'ailleurs aussi quelques contre-exemples des SIC qui produisent des biens et des services tout à fait classiques, qui n'ont pas d'ambition de différenciation. Mais on veut montrer que c'est suffisamment répandu pour dire que ça participe à reconfigurer l'espace méso de l'ESS, hein, ce qui est un peu la thèse de notre article. Alors, je vais juste citer un exemple. C'est les SIC qui s'appellent des SIC bois-bocage, donc pour lesquels il s'agit de créer un espace différencié par la sauvegarde des espaces naturels de haies et de bocage. Et leur modèle économique repose sur l'utilisation et la vente du bois d'entretien des haies. Simplement, le bois est plus cher que du bois de chauffage qu'on achèterait classiquement. Et donc, ce sont les collectivités qui acceptent de les acheter parce que ça correspond aussi à un autre objectif de préserver la biodiversité. Et donc, l'idée, pourquoi on pense que on dit que c'est un bien différenciant, l'idée de ces SIC, c'est de peser sur la filière de l'énergie en produisant de l'énergie de manière soutenable et de développer aussi des stratégies d'essaimage, donc de reproduire ce modèle économique et avec un certain succès, un succès relatif, puisqu'on a identifié presque une vingtaine de SIC bois-bocage au niveau national. Le deuxième canal qu'on a considéré comme déterminant, c'est le canal gouvernance, donc le premier dans le tableau. Alors, pour développer celui-là, il faut que je dise, il faut que j'insiste sur cette possibilité qui est vraiment spécifique aux coopératives multisociétariales françaises, qui est d'impliquer une collectivité locale comme sociétaire parmi les membres de la SIC. Et l'idée qu'on développe dans l'article, c'est que cette innovation nous semble être à l'origine d'arrangements publics-privés inédits ou en tout cas originaux. Alors, là encore, ça ne concerne pas toutes les SIC, ça concerne environ un tiers des SIC, celles qui ont une collectivité locale dans leur sociétariat. Et on choisit de distinguer un peu différents secteurs d'activité. Alors, d'une part, les secteurs d'activité qui sont historiquement pris en charge par l'État, par exemple le logement, la santé, la culture. Et là, dans ces cas-là, il nous semble que l'innovation, la différenciation, donc, elle se fait par rapport à une gestion publique, le modèle de la SIC par rapport à une gestion publique, et ça passe par une délibération plus active, une initiative citoyenne plus présente que lorsque les choses sont gérées directement par la puissance publique, mais avec un risque de désengagement de l'État, et qui est donc là une problématique bien connue dans l'espace de l'ESS, je pense notamment aux associations. Et puis, deuxième type de secteur d'activité, les SIC qui ont pour objectif d'influer sur des dynamiques de marché. Par exemple, il y a pas mal de SIC, pas mal d'abattoirs qui prennent la forme de SIC, donc les SIC bois-énergie dont j'ai déjà parlé, l'économie circulaire, les transports. Et notre argument là, c'est plutôt de dire que les collectivités jouent un rôle de financeur en assurant la stabilité de modèles économiques qui sont des modèles fragiles, mais avec des fortes externalités positives. Et là, c'est une articulation public-privé un petit peu différente, puisque ce sont les initiatives citoyennes qui viennent alors faire pression sur l'État pour accentuer l'investissement dans des dynamiques de transition écologique. Voilà, je ne développe pas travail et futurité, mais on pourra peut-être en discuter dans les questions si vous en avez. Et je te repasse la parole, Myriam. Et donc, très brièvement, en ce qui concerne le Québec, on a vu aussi effectivement que le canal gouvernance était le canal de différenciation sans doute principal, évidemment, des coopératives multisociétaires, avec cette hybridation-là entre les familles de l'économie sociale dont j'ai déjà parlé.
Mais on a aussi investigué le canal travail avec un effet limité, en fait, des coopératives de solidarité pour repenser le rôle des travailleurs, travailleuses dans les entreprises, tout simplement parce qu'elles ont le choix d'inclure ou pas des membres travailleurs dans leur gouvernance, ou même, s'ils sont inclus, de leur donner une majorité, une minorité ou un rôle égal avec les autres catégories de membres dans la gouvernance. Donc, on a des données là, qui nous permettent d'évaluer tout ça et de voir notamment qu'une minorité de coopératives de solidarité offre un pouvoir égal ou majoritaire aux membres travailleurs, ce qui, dans un sens, limite cette possibilité-là qu'il y aurait de repenser le travail à travers cette structure de gouvernance inédite. Donc, en conclusion, très brève, on voit des conclusions communes entre nos deux articles, le caractère hybride des coopératives multisociétaires qui crée un continuum entre des formes historiquement distinctes d'économie sociale, un mouvement qui dérange par moments et qui bouscule l'espace méso institué, et un effet structurant des fédérations, des réseaux plus fort en France qu'au Québec, qui met de l'avant comment ce type de modèle-là est porteur de futurité, mais une futurité qui n'est pas encore complètement exploitée et mise en acte dans le modèle. Donc, j'espère que ça vous donne envie de lire les articles puis d'aller plus loin. Évidemment, ce n'est qu'un aperçu pour vous donner faim. Merci beaucoup à vous trois et à vos co-auteurs, bien entendu. Une concrétisation de cette approche méthodologique et théorique. Et donc, pour la prochaine partie, on a Sonia Tello-Rosa, donc, qui va discuter un peu de tout ce qui vient de se dire en apportant, bien entendu, son angle. Et surtout, ben, Sonia est professeure au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Et donc, j'allais dire surtout, elle est directrice du CRIS. Donc, certainement, il y aura des échos aussi autour de la programmation du CRIS. Donc, Sonia s'intéresse à la façon dont les acteurs sociaux s'organisent pour surmonter des contraintes dues à la défaillance du système. Elle s'intéresse aux innovations sociales et à l'économie sociale et solidaire, tout ça en privilégiant la recherche partenariale et en s'inspirant des approches épistémologiques douces. Donc, à toi, Sonia. Merci Martine, merci Justine, puis et pour l'invitation, merci Benoît aussi, et bon, à tous ceux qui ont participé au numéro spécial, et merci Sylvain. Et c'était un exercice très intéressant pour moi, lire certains articles puis être ici. Et intéressant aussi parce que les crises dans notre centre, nous sommes dans une année de renouvellement. C'est l'année de renouvellement de notre subvention et de notre programmation scientifique. Donc, on s'est engagé depuis l'année passée dans une réflexion collective pour la nouvelle programmation scientifique. On a commencé en juin 2025 dans notre assemblée générale bilan, à réfléchir. Et à partir de ce moment, on fait des exercices d'appropriation justement théorique, d'appropriation et réappropriation théorique. Donc, on a fait des exercices d'arpentage, par exemple, l'arpentage littéraire, dont un sur la relationnalité telle que vue par Arturo Escobar. On a fait des exercices, un exercice la semaine passée, c'est la présentation d'un livre sur l'économie sociale édité par Maï Bouchard et Damien Rousselière, encore là pour revenir sur l'économie sociale et telle qu'elle est travaillée actuellement. Puis l'exercice d'aujourd'hui, que j'apprécie énormément. Ça fait longtemps, et je ne travaille pas dans l'approche méso, donc ça fait longtemps, on entend de l'approche méso, on sait qu'il a un lien fort avec la théorie de la régulation, donc un lien fort aussi, un lien fort et éventuel avec la programmation du CRIS, la nouvelle programmation. C'est pour cela que le travail d'appropriation de ces cadres nous semble particulièrement pertinent. Donc, ce que j'ai fait comme exercice, c'est surtout lire, ce que je vais apporter ici, c'est une réflexion à partir des deux morceaux de la revue, l'introduction et le chapitre plus théorique qui a été écrit par Catherine Baudet, Thomas Lamarche et Nadine Richet-Battesti, que je salue. Je suis contente qu'elle soit là aussi pour avoir aussi son retour. Et l'introduction, donc avec ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui. Donc, je vais partager mes réflexions
par rapport à cela. Et pour les partager, je vais revenir quand même sur certains éléments plus de base de ce que j'ai lu sur l'approche méso. Et cela me semble intéressant et pertinent parce que pour la plupart, ou pour plusieurs ici, je pense que c'est une approche nouvelle. Donc, entendre de plusieurs parts, je pense que c'est toujours pertinent. Donc, pour l'approche méso, ce que j'ai retenu de ma lecture, surtout de ces deux articles, donc un cadre théorique, au moins, est présenté comme tel dans l'article de Catherine Baudet et collègues, et pour aller au-delà des analyses monographiques et pour identifier différents arrangements productifs en considérant les contextes culturels, historiques, institutionnels, etc. Donc, les buts dans cette approche, dans ces cadres, c'est d'identifier les régularités dans des arénas. Et là, je vais souligner arénas parce que je vais venir tout à l'heure. Des arénas qui ont une relative autonomie par rapport au régime dominant. Et c'est l'articulation des arénas avec un régime plus large qui va ouvrir la porte à des alternatives. Donc là, et à mesure que je lis, à mesure que je vous entends, c'est les rôles des canaux, qui ici, dans cet article spécifique, on l'appelle des blocs. C'est écrit en anglais. Et quelque chose d'important aussi, donc ici, l'approche méso n'est pas présentée comme une simple intermédiation entre les micros et les macros, mais comme une analyse des interactions entre micro-méso et macro-méso et les différentes reconfigurations sectorielles. Je viens à une notion clé, la notion d'arena. Encore plus, c'est souligné ici ou est présenté comme méso-arena. C'est quoi cette notion? C'est quoi la méso-arena dans cette approche? Ensemble d'activités, d'acteurs, institutions qui intègrent le processus productif de travail et de concurrence. Donc, peut-être c'est presque textuel ce que j'apporte ici. Puis, dans ces arénas, les acteurs s'engagent dans des dynamiques de compétition et parfois des dynamiques de coopération. Et donc, il a des rapports de pouvoir. Donc, pour finir cette partie plus de compréhension plus théorique, l'objet de l'étude, c'est l'économie politique du milieu. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Et une économie politique du milieu qui va influencer les macros et qui se laisse aussi, ou qui va être influencée par les macros. Les fonctionnements, pour avoir une cohérence interne, ce que mes collègues ont présenté tout à l'heure, ce sont les blocs. Donc, dans ce qui est présenté dans ces chapitres, 4 blocs aux canaux principaux qui vont assurer la cohérence de la méso-arena. Les 2 premiers blocs ont une dimension, une composante plus économique, comme soulignait Benoît tout à l'heure. Et donc, les produits, un bloc produit concurrence et les blocs travail-capital, qui est très lié, de ce que j'ai compris, avec l'organisation du travail, la productivité, la performance, etc. Les 2 autres, les 3e et les 4e, ce sont des blocs avec une composante plus politique. Donc, la futurité, puis la relation avec la nature. Donc, en mettant la table avec ces éléments du cadre d'analyse, les auteurs font une lecture du méso dans l'économie sociale et solidaire. Donc, dans l'économie sociale et solidaire, est présenté comme une aréna qui est encastrée dans un système plus large, le système capitaliste, le système dominant, mais qui a un projet politique qui est spécifique et qui propose une transformation. Et il est intégré intégré dans les systèmes, mais il prend ses distances. Et de plus, dans l'économie sociale et solidaire, dans cette aréna, on souligne une unicité. L'unicité est donnée par les projets politiques, donc en lien avec la futurité, mais aussi une diversité qui est marquée par la variété des formes organisationnelles. Dans cet élément d'unicité et diversité, je pensais à un article qui était publié il y a quelques années, justement par Maë Bouchard et Damien Rousselière, en parlant d'unité, diversité dans l'économie sociale et solidaire.
Et si je reviens à l'article, c'est la polycentralité qui va mettre en tension cette unicité-diversité. Par rapport au bloc dans l'économie sociale et solidaire, et les deux blocs d'abord plus liés à la dimension économique, dans le bloc compétition-concurrence, on voit que c'est l'unité qui sert à différencier l'économie sociale et solidaire, surtout l'économie sociale et solidaire des autres arénas. Puis, dans certains cas, les auteurs soulignent que, par exemple, dans l'économie populaire, il n'a pas la même manière de concurrence parce que l'économie populaire, il a des éléments essentiels comme des bases, comme par exemple la solidarité. L'autre élément, l'autre bloc au canal, les canaux de travail capital, ici, les auteurs, ils soulignent beaucoup l'importance de la gouvernance démocratique et comme exemple, comme illustration claire, ils présentent les coopératives de travail. Quant à la futurité, encore là, il revient sur la gouvernance démocratique, un élément essentiel dans cet aréna, et d'autres éléments comme la justice et la solidarité. Et enfin, dans la relation avec la nature, on fait en face avec les liens avec les territoires, l'ancrage et dans certains cas, les soins de la nature. Donc, voilà les éléments de base et mes réflexions. Donc, ce que j'ai senti, c'est super intéressant aussi en entendant Benoît, que malgré les blocs de futurité et liens avec la nature, et moi aussi, j'ai ça, une lecture très économiciste dans cette approche que je trouve intéressant, mais qui m'amène à certaines réflexions. Donc, je vais partager avec vous 4 réflexions à la lecture des articles, puis en vous entendant. Et la première réflexion, c'est quant à l'ARENA. Quand j'ai lu la notion, les mots ARENA, tout de suite, j'ai eu les réflexes de penser aux arénas publics, au sens donné par Dewey. Et là, en lisant, c'est ah non, ce n'était pas le même sens qui est donné ici. Et dans le sens de Dewey, et qui est utilisé aussi dans l'étude des innovations sociales par certains collègues. Je pense par exemple Carolina Andion, qui l'utilise, qui le mobilise beaucoup, à Daniel Sefai, qui le mobilise aussi, et à Chantal Maillot. Et dans l'essence de dire oui, on pense à un espace physique, social, où se déroulent des interactions, où se déroulent des expériences. Il est en lien avec l'enquête, l'expérimentation, la négociation. Et c'est à partir de là qu'on construit un problème. Là, je me dis, si, moi je pense que c'est porteur de penser un dialogue avec d'autres disciplines. Et là, Benoît faisait la remarque qu'ici, au CRIS, c'est un centre multi-universitaire, interuniversitaire et multidisciplinaire et interdisciplinaire. Donc, on travaille l'innovation sociale en regardant toujours le fil rouge de la transformation sociale à partir des différentes disciplines. Là, je me dis, peut-être c'est les cadres et de l'approche MESO, est-ce qu'il a une possibilité de faire la discussion avec d'autres cadres? Pas juste en économie, mais dans ces cas, je pensais aux arénas publiques. Comment on fait intervenir la discussion des acteurs, actrices, des groupes d'acteurs, actrices sociaux avec différents cadres interprétatifs. Et comment en faisant cela, on fait aussi des espaces de négociation, d'interaction, etc. Deuxième réflexion, je me suis posé la question, quel est le lien avec les écosystèmes, les méta-organisations, les réseaux? Est-ce que c'est synonyme ou est-ce qu'on les place? Donc ça, c'est une question à la lumière de plusieurs des articles. Et je voulais l'amener ici parce que je pense qu'avoir l'éclairage sera pertinent pour plusieurs personnes. Réflexion quant à la nature, ma troisième réflexion. Les sujets évoqués surtout dans la dernière partie de l'article de Catherine Baudet et collègues, et aussi dans les ouvertures qui sont présentées dans l'introduction. En lisant les cadres, j'ai eu l'impression que les liens avec la nature et
on fait comme une séparation, comme les acteurs de l'économie sociale et la nature. Et là, je me suis dit que peut-être il y a un effort aussi à faire. J'ai fait le lien avec l'ontologie de la rationalité telle que proposée par Escobar. Et un effort actuel, étant donné les crises, étant donné les contextes si graves, d'échanger des postures, de changer d'ontologie en fait. Et en changeant d'ontologie, d'échanger la posture de distance, de s'éloigner l'humain et les organisations éloignées de la nature, penser à un autre paradigme. Les paradigmes dans lesquels on est ensemble, tout est imbriqué, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça fait écho aussi à un appel qu'avait fait Benoît lors du sommet de l'économie sociale l'année passée. C'était une invitation à changer de paradigme. C'est le document ici vers un grand sommet, pas comme les autres, et je pense que c'est dans ce sens-là, de comment penser les liens avec la nature autrement. Et enfin, et dans la même veine, je me dis que quand on pense à l'économie sociale et solidaire comme encastrée dans ce système capitaliste, là, je fais le lien avec Gibson et Graham, qui nous appellent à sortir de cet encastrement en disant il a une multiplicité d'économies, l'économie des communautés. Donc, l'économie n'est pas encastrée dans l'économie capitaliste, fait partie des économies. Donc, c'est dans cette pluralité qu'on peut établir des dialogues et on peut ouvrir peut-être des portes à des transformations sociales. Enfin, en lisant l'introduction et après ça, en lisant cet article plus théorique, là, je me pose la question, est-ce que les mésos, c'est une approche théorique, c'est un cadre analytique, c'est une méthode. Donc ça aussi, je pense que c'est clarifié. Dans l'article de Baudet et collègues, c'est présenté comme un cadre analytique. Dans l'introduction, on se pose la question. Des fois, on la nomme cadre théorique, on voudrait qu'il soit un cadre théorique, mais ils n'ont pas de méthodologie. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs éléments encore raffinés. Et enfin, moi, je crois comme vous que créer des ponts et des dialogues entre différents contextes, dans ces cas, le Québec et la France, c'est très porteur. Moi, en vous entendant, je pense qu'on a la richesse du partage est pertinente et je crois qu'il faut continuer à le faire, mais aussi établir un dialogue avec des approches du Sud. Et parce que ça m'intéresse aussi, mais je vois plusieurs portes intéressantes. Quand je lisais, je pensais à la technologie sociale, par exemple, une approche d'innovation sociale très ancrée dans les Sud, notamment en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, qui a des auteurs, autrices et militants, militantes que ça fait longtemps font une réflexion sur la transformation sociale à partir de la réappropriation de la technologie, pas juste hard, mais aussi soft, donc des pratiques, et comment à partir de cette réappropriation, on peut faire des changements dans les systèmes sociotechniques. Donc, je pense qu'il y a un dialogue qui est ouvert. Puis, la dernière chose, Sylvain, en t'entendant sur les processus collectifs et recherche collective, je pense que aussi c'est une avenue très porteuse, même si c'est pas, qui va pas en lien avec les exigences qu'on reçoit dans le monde universitaire, mais c'est une avenue qu'on continue à nourrir ici au sein de CRIS. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Donc, on arrive à cette période de discussion, etc. On peut peut-être le faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, donc, pour poser vos questions, donc, vous avez deux options. Lever la main virtuelle ou poser vos questions dans le fil de conversation. Il y a déjà des questions dans le fil de conversation. Il y a aussi des références, entre autres, à des articles, à des schémas, etc. Donc, je vous invite à voir tout ça. Et je commencerai peut-être par vous demander, messieurs, mesdames, les conférenciers, Sonia pose quand même 3 ou 4 questions, en plus des liens qu'elle fait sur la question de... et donc, je vous laisserai vous organiser, savoir. La question sur est-ce que
en partant de cette idée d'aréna public, il y a moyen de discuter avec d'autres cadres que l'économie. Benoît l'a un peu nommé, donc il y aurait peut-être de dire quelques mots, mais je vous invite quand même à être, on ne va pas réussir évidemment à exploiter tout ce qu'on pourrait exploiter comme discussion, mais en tout cas, nous nommer quelques éléments. La distinction entre écosystème, réseau, méta-organisation, etc., c'est un peu nommé dans le chat aussi, fédération, etc. La question de la séparation entre nature et donc de l'encastrement, nature et acteurs, notamment de l'économie sociale, avec cette idée de multiplicité des économies. Et on a un petit peu parlé pendant votre présentation, mais si vous avez deux ou trois éléments à rajouter sur la question, est-ce que c'est une approche théorique, un cadre d'analyse, une méthodologie, donc quelques éléments peut-être à clarifier, bien qu'on peut aussi aller relire ce qu'on nous a suggéré de lire aussi. Donc, j'ai peut-être envie de vous entendre, et puis sachant qu'on voudrait quand même garder du temps pour ouvrir à la discussion plus large. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous veut se lancer? Je ne sais pas si Justine ou si je commence ou si Benoît ou même Nadine. Allez, Juste, moi, je répondrai notamment sur la question du lien avec d'autres approches disciplinaires. En fait, je pense que l'ouvrage, pour vraiment comprendre la méso, c'est vraiment cet ouvrage-ci, là, qui a été publié en 2025, qui détaille vraiment, qui explique d'où ça vient, comment ça a été construit. C'est fondamentalement pluridisciplinaire. Je pense que l'économie est pensée vraiment comme une science sociale, si on prend un peu la définition que donnait André Orléans, qui est un économiste conventionnaliste. Pour moi, la mésoéconomie, elle est construite avec notamment d'autres approches que simplement économiques. Puis je pense que Dewey n'a pas peut-être moins infusé l'approche, mais peut-être qu'il y aurait un lien à faire. Je pense que ça pourrait effectivement être intéressant. Et peut-être juste sur est-ce que c'est une approche théorique, méthodologique? Puis je pense que Benoît et Sylvain auront des choses à dire aussi. On en a parlé beaucoup. En fait, moi, je pense que c'est une approche théorique, mais c'est aussi une méthode. Je dirais pas c'est l'un ou l'autre. Et en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on raconte dans la manière de présenter. Donc, pour moi, ce serait aussi les deux. Puis, vous pouvez aller lire aussi la note de lecture de Benoît qui aborde cet enjeu-là notamment. Et moi, je peut-être ajouter, dernier truc, merci beaucoup Sonia pour ta lecture, la manière dont tu te l'es appropriée, c'est super riche pour nous. Et moi, je crois effectivement qu'il y a un enjeu à la fois de décolonisation qu'il faut faire aussi encore de la méso. Je pense que ça bonifierait la lecture. Et aussi de ce que tu as dit aussi sur la relation à la nature aussi. Je pense qu'on peut encore approfondir cette réflexion, mais peut-être là, Nadine aussi aura des choses à dire. Pour éventuellement compléter, mais je rejoins ce qu'a dit Justine. Et je pense qu'il y a un effet de traduction du français vers l'anglais qui ouvre des nouvelles perspectives de recherche parce que Thomas Lamarche, Nadine ont beaucoup travaillé sur cette notion d'espace méso, traduit en anglais en arena, qui ouvre vers la question de l'arène publique. Et c'est vrai que quand tu as utilisé le terme arena, en effet, des portes se sont ouvertes parce que c'est en effet aussi des espaces d'arène, de conflictualité, de construction de problèmes. Et donc là, je pense que les effets de traduction ouvrent des nouvelles réflexions. En tout cas, je ne sais pas si c'était voulu, peut-être Nadine nous le dira, mais en tout cas, ça ouvre des choses là-dessus, même si ça fait écho à des articles dans le numéro qui, par exemple, se posent la question du travail politique, plutôt dans la traduction de la science politique, ou du travail de cadrage ou de stratégie, plutôt en sciences de gestion. Donc c'est vrai que c'est des questions qui ont été ouvertes, et là aussi avec des affinités de certaines autrices et auteurs très clairs avec Dewey.
Donc, en tout cas, on voit des choses se passer. Sur réseau, méta-organisation, c'est en effet des questions, je pense, qu'on se pose dans plusieurs articles. Ils ont plutôt été pris sans doute comme des acteurs collectifs qui construisent les espaces méso, qui construisent le périmètre des espaces méso. Et donc plutôt voilà, prendre à bras le corps des acteurs collectifs qui ont une stratégie, qui ont une certaine agentivité. Et donc là aussi, hein, plusieurs articles ont posé des briques, sans doute pour aller là-dessus. Lien avec la nature, je pense on est tous d'accord. Et je pense que l'ambition de Thomas Lamarche, mais aussi de Nadine, en reparlant d'économie politique des milieux, c'est vraiment d'aller vers là. Mais qui dit un changement de paradigme et d'ontologie, c'est un truc énorme. Et on l'a encore pointé en chantier en disant c'est encore en chantier, il faut vraiment à un moment y aller à fond et le prendre à bras le corps. Et c'est un gros chantier. Et pour compléter Justine, oui, sur cadre théorique, méthodologie, c'est Benoît aussi qui a pas mal amené aussi dans sa note de lecture qu'on a repris dans l'introduction, la distinction entre l'approche méso, plutôt issue, on va dire, de l'approche régulationniste, mais qui s'ouvre à différents courants, plutôt en économie institutionnaliste et aux autres sciences sociales, et les espaces méso qui peuvent être appréhendés par une pluralité de courants et de disciplines. Et c'est sans doute qu'il y a un certain flou autour de ça. Et derrière, une méthode, notamment par les canaux, un peu clé en main, qui là aussi peut être appropriée par différents... Et plusieurs articles voilà, se sont appropriés, y compris de disciplines différentes, ces méthodes-là, en produisant des innovations conceptuelles. Donc ça fait tout ça. Je pense que Benoît, tu voulais Oui. poursuivre, et je ne sais pas, Natine, je ne veux pas t'interpeller particulièrement, mais puisque d'autres l'ont fait, peut-être voudrais-tu rajouter un mot, mais Benoît d'abord. Oui, ben, disons que je trouve que Sonia a identifié plusieurs questions pour reconstruire, repenser le repositionnement théorique, la programmation du CRI. Je trouve que c'est très riche, les éléments. Mais j'ai deux points au moins. Le premier, moi, j'étais très mal à l'aise avec l'idée de canal, parce que je trouvais que c'était une métaphore très physique, très figée, tuyauterie, canal, bon. Mais l'idée de bloc, ben là, ça réunit, un bloc, ça réunit quelque chose. L'idée d'aréna. Donc, il y a cette question d'appeler, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir. L'autre élément, c'est la question de l'économie sociale. C'est que c'est donné dans l'analyse de l'ouvrage de Lamarche et Bastien, c'est que le poids de l'économie sociale, c'est un poids économique faible, mais un poids politique plus fort que les autres organisations. Et donc, ça veut dire aussi que l'économie sociale solidaire, c'est que ce qui fait sa force, c'est son encastrement social. Elle est fortement encastré dans le territoire, la nature, tout. L'encastrement social est fort. Alors, quand on pense le changement dans le terme régulationniste, et la critique que j'avais faite, les commentaires que j'avais faits sur le livre de Robert Boyer qui portait sur l'avenir de l'économie sociale, c'était, Boyer pose ça en ces termes suivants. Jusqu'où est-ce qu'il est possible que l'économie sociale, comme espace méso, remplace le régime dominant comme le Fordiste l'a fait à l'époque, qui était un régime capitaliste. Mais je pense que ce n'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser la question, est-ce que l'économie sociale peut remplacer le modèle dominant? C'est plus comment repenser le cadre, le modèle. Et ça passe par une vision, par le paradigme sociétal. Et le paradigme social actuel est un paradigme capitaliste. Donc, et ce cadre-là fait que l'économie domine le politique. L'influence sur la politique est donnée par des multinationales, par des acteurs politiques, économiques, pardon. Tandis que c'est l'inversion de ça. Si on n'inverse pas le cadre, même l'économie sociale, ça remplaçait le régime dominant dans ce cadre-là, ça ne mène à nulle part.
Alors, et cette question-là, c'est qu'elle est posée par l'économie sociale, mais dans la mesure où l'économie sociale finit par se développer dans un système, un cadre capitaliste, c'est inspirant, mais il y a quelque chose le passage de la futurité au projet de société, il faut changer le paradigme. Et ça, il y a un travail, les initiatives, les expérimentations donnent des éléments d'un autre paradigme où justement l'économie serait encastrée dans le social, elle ne serait pas le facteur qui neutralise, au fond, ou invisibilise toutes les expérimentations sociales. Alors ça veut dire qu'on est réellement dans l'économie politique et non pas dans l'économie. Alors, c'est un travail qui... c'est justement, ça m'apparaît la dialectique entre la futurité puis ce projet-là. Qu'est-ce que c'est? Nos expériences nous enseignent du paradigme sociétal. Et le paradigme sociétal, dans la régulation, il a été introduit par une Canadienne, Jane Johnson, qui a rencontré Alain Lipietz, et dans l'ouvrage Choisir l'audace de 1989, ben, justement, Lipietz, qui a fait une carrière ensuite plutôt politique que de chercheur, avait quand même, il dit, replacer la question du paradigme sociétal, c'est-à-dire quitter la productivité, quitter des solutions purement techniques. Donc, il y a tous les éléments de la vision et que avait esquissé au départ Jane Johnson, qui est professeur à l'Université de Montréal. Alors, maintenant, ceci étant dit, ça veut dire que il faut poursuivre la recherche, il faut poursuivre les affaires, mais c'est la question de la dialectique entre le micro, mais entre le macro. Et le paradigme sociétal exige de rechanger, au fond, la façon de voir comment on change de régime dominant. Il y a une question plus politique qu'économique. Merci beaucoup, Benoît, pour cette analyse toujours très fouillée. Nadine, est-ce que tu souhaites enrichir, compléter? Merci beaucoup. C'est vraiment très, très inspirant, le dialogue qui s'opère entre les deux continents, les remarques, les croisements de regards. Merci beaucoup pour cette richesse. Merci beaucoup aussi pour ce work in progress, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi cette prise de risque qu'on a depuis maintenant presque une dizaine d'années, de progresser ensemble avec des à-coups. Et merci Justine, Benoît et Sylvain de nous offrir cette possibilité. Merci aussi Sonia de tes propositions. Alors effectivement, il y a sans doute des effets de traduction, mais pas seulement. Et il me semble qu'effectivement, on a par moment un tropisme d'économiste. Et je le vois bien quand d'autres que des économistes ou des gestionnaires lisent les papiers. Et du coup, je pense qu'on est parfois un peu enserré dans notre formation de base, hein, qui ressort, et du coup, qui nous amène à dire, en fait, avec Thomas et Catherine, que la partie produit-concurrence, elle est surdéterminante aujourd'hui. Et que la question, c'est comment s'en émanciper. Et cette discussion d'émancipation de ces normes autour du produit concurrence, en fait, nous a amené effectivement à discuter avec des gens qui travaillent sur les Suds et sur les approches à la fois qu'évoquait Justine, décoloniales, féministes, etc., pour essayer de décaler un peu notre regard. Et on commence ce travail-là, mais l'idée, c'est un peu de s'interroger sur les manières de verrouiller la concurrence, l'espace de concurrence, de façon à gagner des marges de liberté pour reconquérir le politique.
donc pour reconquérir une capacité de transformation sociale. Donc en fait, pour passer de ce qu'évoque Benoît, d'une futurité à un projet sociétal. Et ça passe par des formes d'enclosure, mais sur lesquelles on tâtonne aujourd'hui. Donc là, je pense qu'on a des enjeux à approfondir. Et de la même manière que tu l'as noté, sur la nature et sur les questions des transitions, c'est pareil, on tâtonne. Donc, et je pense que Sylvain, dans un autre numéro sur lequel il travaille encore aujourd'hui, on se rend compte que vraiment on a du mal à sortir du paradigme capitaliste dans lequel on a été formé, cadré, etc. Et que du coup, on est un peu coincé, qu'on n'arrive pas à ouvrir toutes les portes et à penser ensemble le développement, enfin, alors, même quand on dit milieu, on pense à l'homme dans son milieu plutôt qu'à une forme de cohérence plus forte, à une forme écosystémique qui serait plus importante. Et donc, ça reste une difficulté et on s'est beaucoup pris la tête pour arriver à un résultat qui est modeste, mais qui est un work in progress de toute façon. Donc, merci de mettre le doigt sur les points sur lesquels on doit absolument avancer. Sur la référence à John Dewey, pour nous, effectivement, de toute façon, l'enquête, la dimension pragmatiste, elle est centrale. Et elle fait qu'en fait, on ne peut pas avoir pour nous de construction théorique sans construction méthodologique qui est cohérente et qui va avec. Et donc, pour nous, la méso, c'est quelque chose qui construit à la fois une grille de lecture qui doit continuer à être nourrie, mais aussi la grille d'observation qui va avec et les pas de côté qui accompagnent la nécessité de pouvoir être surpris par son terrain, et d'avoir dans cette démarche abductive, donc pas simplement inductive, mais abductive dans la construction théorie pratique, quelque chose qui se noue et qui arrive à nous faire un peu dépasser les propres cadres dans lesquels on est, enfin, dont on essaie de s'émanciper, mais qui nous contraignent quand même un peu. Et sur la question des méta-organisations et de tout ce qui est réseau, etc., en fait, on l'a un peu évacué en tant que tel dans notre analyse à ce stade. D'abord parce qu'on n'est pas spécialiste des méta-organisations, même si on a lu un certain nombre de papiers, même si on collabore avec des auteurs dans notre labo, comme Héloïse Berkowitz, etc. Mais on a plus travaillé sur écosystème réseau que sur méta-organisation. Et en fait, derrière la notion de méta-organisation, c'est des organisations d'organisation. Alors, je fais simple, organisation d'organisation qui vont établir de nouveaux labels, qui vont construire des nouveaux labels. Je ne vais pas au-delà de ça. Alors, pour certaines, on va les retrouver dans des coopératives. En fait, derrière, on a sauté un peu ce problème en utilisant la notion de polycentricité et en disant qu'il y avait à la fois des organisations et des organisations d'organisation. Donc, à l'intérieur du méso, il y avait une diversité des formes en présence, qui avait des formes, des tailles, des rapports d'influence d'ailleurs. Donc, je dirais que parfois on a évité le sujet en considérant que la polycentricité nous permettait d'englober la diversité des opérateurs en présence et des opérateurs organisationnels en présence, tout en nous permettant d'essayer de continuer à penser le lien individu-organisation et cohérence d'ensemble, parce que pour nous, l'ARENA, c'est bien l'idée de la cohérence. Mais c'est vrai que là où on a une dominance d'économistes, c'est que c'est une cohérence par rapport à un problème productif. Et c'est là où régulièrement, en fait, on oscille entre c'est une cohérence par rapport à un problème productif et c'est une cohérence par rapport à un problème de vie sur un territoire. Et on oscille. Et à certains moments, c'est la cohérence par rapport à un problème productif. Et à d'autres moments, on dit non, non, c'est la cohérence par rapport à un problème de vie en commun sur un territoire d'encastrement. Mais
de mon point de vue, il y a un petit truc qu'il faut continuer à fouiller. Je ne sais pas comment, mais il faut continuer à le fouiller et peut-être je pense que le choix qu'on a fait par rapport à la question du système capitaliste, c'est considérer qu'on est sur un modèle dominant qui impose des règles, mais que ce modèle dominant ne façonne pas tout à sa manière, et que donc il y a une hétérogénéité des formes productives, des milieux qui coexistent, et que l'analyse méso est une manière de prendre en compte et de rendre lisible la diversité. Donc en fait, de répondre à cette idée qui a été portée tant par les gestionnaires qu'une partie des sociologues, qui aurait forcément uniformité à terme, c'est-à-dire que la chape de plomb était telle qu'on ne pouvait pas y échapper. Et d'une certaine manière, c'est une façon de penser l'hétéronomie, de penser la diversité, de penser en fait, c'est une réaction à tout ce qui a été produit dans les années 80 en termes d'homogénéité. Et c'est bien l'idée de repenser des formes de différenciation et d'essayer de formaliser une grille de lecture de ces différenciations. Et les canaux, je suis d'accord avec Benoît, ils contraignent un peu, mais en même temps, ils nous donnent 4 ou 5 espaces, enfin liens, outils, dispositifs qui nous permettent d'observer et de mettre bout à bout des choses pour passer en fait de nos monographies et des terrains qu'on connaît à des choses plus générales. Parce qu'effectivement, les pragmatistes, bien, on a plein de trucs de terrain, c'est génial, mais comment on passe à l'étape supérieure? Comment on fait système? Comment on fait cohérence? Et du coup, les canaux tels qu'ils sont là, ils nous donnent un moyen à un moment donné d'identifier des formes de récurrence et sans doute demain de questionner si c'est les bons espaces d'observation des récurrences, s'il faut en rajouter. Justine et Sylvain se servent de la gouvernance. Nous, on a essayé d'introduire la dimension nature. J'ai envie de dire qu'on teste des éléments d'observation, et on voit bien que derrière ça, il y a une volonté aussi d'avancer vers comment c'est susceptible de pouvoir être un moyen d'aller plus loin, effectivement, de transformation sociale, de passage à l'échelle, et comment ça repose. En fait, ça vient rééquilibrer aussi de l'économique et du politique. Ça vient permettre de remettre du politique dans une économie pour partie désincarnée. Merci Nadine. Je pense qu'on pourrait, oui, merci beaucoup pour toutes ces nuances et précisions à la fois. Oui, Myriam, on l'apprécie beaucoup. Donc, est-ce que je vois quelques questions dans la ligne de conversation? Est-ce qu'il y aurait, je peux en prendre quelques-unes, ou si quelqu'un souhaitait enchérir, poser une question en personne, ou presque? Sinon, il y a la question de la futurité que vous avez tous et toutes abordée, et qui, en tout cas, je ne sais pas si la personne est toujours présente, mais qui se posait de la façon suivante, que je la retrouve. Excusez-moi. Donc, il semble que la futurité est davantage un mécanisme de prise de décision fondé sur une causalité future, une évaluation normative hypothétique, selon Ghislain, fondée sur le système de croyances et de valeurs des individus et organisations. Je différencierais des visions ou imaginaires du futur des individus organisations qui émanent de l'inventivité des individus organisations. Il me semble qu'il y a besoin de bien distinguer futurité et imaginaire. En tout cas, par rapport aux prises, on est bien là aussi au cœur, je dirais, de la programmation, qui est effectivement la question de la transformation sociale, et pas que les innovations sociales sur le court terme. Parce que c'est quand même une dimension qui est
fondeurs, on a parlé de projet de société, de projet sociétal, etc. Donc, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous et de notre public, bien entendu, souhaiterait discuter de cette question? Moi, je trouve que Oui. c'est pas très facile c'est Mm. pas très facile à répondre et à se saisir comme ça. D'abord parce que Ghislain, je connais pas ce qu'il a écrit, donc j'ai pas forcément tout le cadrage de compréhension. Ce qui est sûr, c'est que dans la futurité, il y a une dimension d'utopie. Mais d'utopie, d'utopie à la Olin Wright, de petites utopies du quotidien. Donc, de cette capacité à ne pas se satisfaire de ce qu'on vit, qu'on subit, et à essayer de penser d'autres règles, d'autres manières d'agir. Donc, il y a forcément une espèce de production et de projection dans un imaginaire qu'on arrivera ou pas à réaliser, mais une capacité à penser que demain peut être différent. Donc il y a une projection, donc la futurité c'est une projection, mais avec l'idée qu'on peut contribuer à bâtir ces règles. Donc moi j'ai envie de dire que je ne fais pas forcément de distinction entre futurité et imaginaire, dès le moment où l'imaginaire a une forme de concret, enfin s'inscrit dans quelque chose qui pourrait devenir concret, en tous les cas que j'essaie de rendre que moi, acteur, j'essaie de rendre concret dans ma gouvernance, dans mon rapport à la hiérarchie, dans mon rapport au territoire, à la nature, etc. Donc, qu'il y a quelque chose que je vais essayer de bâtir, d'inventer de nouvelles règles dans le cadre d'un débat, pas dans le cadre d'une logique bottom-up, top-down, mais dans le cadre d'un débat constructif alors mené à l'échelle du territoire, de la gouvernance de mon entreprise, d'un réseau d'acteurs, d'un pôle territorial de coopération économique. Et donc pour moi, je ne fais pas complètement la différence entre futurité et imaginaire dès le moment où cet imaginaire est orienté vers une réalisation que j'essaie de mettre en œuvre, concrète que j'essaie de mettre en œuvre. Mais c'est une réponse imparfaite. Merci beaucoup. Benoît, vous voulez ajouter quelque chose? Il faudrait que tu allumes ton micro. Ton micro, Benoît. Disons que la question de l'imaginaire, en ce qui concerne les utopies, c'était la critique principale de Marx aux utopies, le socialiste utopique puis le socialiste scientifique. Donc, c'était de remplacer l'imaginaire par la science. Alors, c'est un des pôles, au fond, de la modernité. Mais pour moi, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que très souvent, et c'est ce que j'explicitais quand j'étais en contact avec des expériences innovatrices, c'est que je découvrais très souvent que c'était un petit projet, mais qui prend sens dans un grand projet. Et quand on pense à l'utopie coopérative telle que mise de l'avant par Owen, mais puis après Charles Gide, c'était de penser que la coopérative était un élément d'une société coopérative, donc d'un projet plus grand. Et c'était la République coopérative à Charles Gide, ça. Donc, c'est que la futurité, elle concerne le petit projet, il se voit grossir, mais ce petit projet prend sens dans un projet qui est en cadre. Et donc, dans un encastrement, dans un cadre tout à fait différent, où la société a changé dans ses rapports à la nature, le rapport entre hommes et femmes, tous ces éléments qu'on retrouve dans l'utopie. Alors, sauf que quand on revient dans des sociétés complexes comme les nôtres, avec toute la mondialisation, la libéralisation et aussi, alors, on est dans un contexte quand même très différent de l'époque d'Owen. Mais ceci étant dit, c'est que on ne peut pas éviter la question de l'articulation de la futurité qui concerne surtout une organisation ou un projet avec celui d'une société complètement organisée avec sur d'autres logiques que celle de la prédominance de l'économie. Merci, Benoît. Il est midi.
Il me reste quelques secondes pour remercier tous et toutes nos panélistes, incluant Delphine, Myriam, Nathalie, Benoît, Sonia, Justine et Sylvain. C'était, on pourrait dire, le deuxième séminaire sur cette question de la meso. Je vois l'intérêt que ça suscite et donc j'imagine qu'on s'attend à un troisième séminaire sous peu, peut-être dans une année ou deux, ou peut-être plus tôt. En tout cas, merci de vous être prêtés à l'exercice qui n'est pas facile. En l'occurrence, Justine, Benoît et Sylvain, de nous présenter un numéro dans le cadre d'une approche comme ça aussi qui est encore un work in progress, comme le disait Natine. Je vous rappelle donc, merci aux présentateurs, merci aussi au Fonds de recherche du Québec pour le soutien aux crises.